On va commencer avec Joanie Caillouette-Ramblière, qui est déjà en place. Elle est sociologue et chercheuse à l'INED. Elle a co-dirigé avec Jean-Yves Autier une grande enquête sur les relations sociales dans les quartiers, tous les quartiers. Et on retrouve ce travail dans ce livre, Ce que voisiner veut dire, qui vient de paraître et que vous pouvez trouver à l'espace librairie. Évidemment, à la suite de la discussion sur la mixité sociale que nous venons d'avoir, ça nous a semblé très intéressant de vous entendre, Joanie, pour savoir comment on voisine dans les villes dont les populations évoluent beaucoup. Comment voisine-t-on dans les quartiers en renouvellement urbain où on a justement pour objectif de mélanger les statuts sociaux. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous et à tous. J'ai l'opportunité de venir présenter ici des éléments sur les questions de relations de voisinage qui permettent d'interroger un peu de manière différente ou détournée également les questions de mixité sociale sur lesquelles on a pu parler juste avant. Effectivement, je vais axer ma présentation sur des éléments qui sont présents dans le livre Ce que voisiner veut dire qui vient de paraître et au cours duquel on a eu l'occasion d'enquêter auprès d'une large population située dans différents types de contextes sur lesquels je reviendrai juste après. Donc pourquoi est-ce que nous, on a décidé de reprendre ce sujet des relations de voisinage? En fait, le lien social de voisinage, c'est un peu le parent pauvre des liens sociaux étudiés dans les sciences sociales. C'est le lien de proximité, le lien faible par excellence. Finalement, il a été assez peu étudié en sociologie. En France notamment, on a une enquête qui a vraiment posé les termes du débat et des grandes tendances sur les relations de voisinage. Je trouve que cette enquête, elle date de 1983. Autant vous dire qu'elle est assez ancienne et qu'elle permet assez difficilement d'interroger ce que sont aujourd'hui les relations entre les habitants dans différents types de contextes qui eux-mêmes ont évolué et puis pour des populations qui eux-mêmes ont massivement été transformées, notamment avec une beaucoup plus forte instabilité résidentielle, avec une mobilité résidentielle beaucoup plus importante que ce qu'il y avait dans les années 80. Lorsqu'on a lancé ce grand programme d'études des relations de voisinage en 2015, on constatait qu'il y avait des discours assez généraliste et commun sur le voisinage qui était diffusé dans le débat public notamment, mais aussi chez un certain nombre d'acteurs qui laissaient sous-entendre que le voisinage était un lien social en crise. Alors en crise, soit parce que on ne parle plus à son voisin, on est dans un isolement total, refermé sur soi-même, que en raison de l'accroissement des mobilités quotidiennes, résidentielles, etc., ou alors de l'accroissement des usages du numérique, on ne parle plus à la personne avec qui on partage un lien de proximité, on va plutôt avoir des relations aspatiales. Et puis en même temps, on avait d'autres discours qui, eux, surjouaient la carte du territorial et laissaient entendre que le voisinage pouvait être en crise, là, par surplus de voisinage. C'est l'idée de l'enfermement dans des quartiers qui pourraient être présentés, comme l'a dit Pierre Gilbert juste avant, comme des ghettos qui enferment dans les relations sociales à l'intérieur de ces espaces. Et donc, on a voulu savoir, nous, ce qu'il en était réellement, c'est-à-dire ce qu'apporte le voisinage à des populations très différentes. Et puis, est-ce que le voisinage permet de nouer des relations avec des personnes différentes de nous et ce, dans quel contexte? On était également assez intéressés par le fait que ça permettait, en interrogeant les relations de voisinage, de réinterroger des politiques publiques de mixité sociale qui souvent s'appuient sur l'idée qu'il suffit de mettre en présence des populations pour qu'elles interagissent. Alors, sans y croire, en y croyant ou sans y croire totalement, mais en tout cas sans trop savoir ce que ça produit et sans trop savoir ce que sont les relations dans des contextes de ségrégation sociale, de ségrégation raciale, de moindre ségrégation, d'entre-soi bourgeois, de transformation travaillée par les politiques publiques, etc. Et donc on a voulu interroger toutes ces politiques également en mettant l'accent sur les relations qui se nouent dans les quartiers.
Donc on a travaillé sur 14 quartiers étudiés en profondeur, hein, dont je ne vous donne pas la liste exhaustive ici, peut-être juste préciser que parmi nos quartiers populaires en ville-centre qui font l'objet de politiques de la ville, on a travaillé sur le quartier Riquet, donc les grandes tours que vous voyez juste à côté, là, de 35 étages, font partie de nos quartiers d'enquête. Donc, on a travaillé sur des contextes très divers, hein, puisqu'on a voulu mettre en regard ce qu'étaient des quartiers d'entre-soi bourgeois. Donc, on est allé dans le 16e arrondissement et dans le quartier d'Aînés à Lyon, par rapport à des quartiers gentrifiés, populaires en ville-centre, mais aussi à des ZAC, à des quartiers d'aménagement concertés, à des zones d'aménagement concerté neuves, dans lesquelles l'objectif de mixité sociale avait été programmé en amont et où on retrouvait en soi une population mixte. On a également travaillé dans des grands ensembles qui étaient en rénovation urbaine au moment de l'enquête, ainsi que dans des villes périurbaines, dans des centres périurbains dégradés et dans des communes rurales périurbaines pavillonnaires. On a mené une enquête vraiment statistique, quantitative, qui se voulait représentative des habitants des quartiers étudiés, avec des questionnaires longs, hein, plus d'1 heure en moyenne, sur les pratiques de voisinage et du quartier des enquêtés et sur leurs contacts, c'est-à-dire d'étudier quelles sont les personnes avec qui elles interagissent et quelles sont les ressources qui s'échangent dans ces liens. Alors, premier résultat général de cette enquête, hein, qui nécessite d'être redit avec force, non, les relations sociales ne sont pas en crise aujourd'hui en France. C'est un résultat qui nous-mêmes nous a un petit peu surpris, hein, puisque si on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, on voit que cette idée d'un voisinage en crise, elle s'appuie quand même sur un certain nombre de travaux sociologiques, documentés, d'enquêtes qui montrent qu'aux États-Unis, par exemple, on parle de moins en moins à son prochain et à son voisin, et ça, c'est vrai. En France, c'est pas vrai. Le voisinage résiste, et c'est peut-être une bonne nouvelle. Le voisinage est un lien social qui reste très investi dans tous les contextes. Le plus fréquent, c'est d'avoir des relations avec les personnes qui nous entourent. Au sens le plus minimum du lien de voisinage, c'est d'avoir des conversations avec les personnes qui partagent notre immeuble, qui partagent notre rue ou qui partagent plus généralement notre quartier ou dans un milieu rural, notre commune. Ces liens faibles, qui impliquent d'avoir des conversations qu'on définissait comme au-delà du bonjour, bonsoir, hein, avec tout un ensemble de sujets qui peuvent être évoqués, qui relèvent de la vie privée, du quartier, des voisins, de politique, de religion, qui sont des sujets qui s'échangent entre voisins, eh bien, ces liens minimaux de conversation, hein, ils concernent 95% des habitants des 14 quartiers interrogés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est largement répandu. Pour les 6% restants, on considère qu'on est plutôt dans une situation d'isolement, hein, c'est-à-dire dans une situation où ces personnes n'ont même pas ces liens minimaux. Ce qui est important de noter dès maintenant, c'est que cet isolement, elle n'est pas du tout répartie équitablement sur le territoire. Et là, on a vraiment un enjeu quand on s'intéresse à la question de la rénovation urbaine et des quartiers populaires, hein, c'est qu'on peut atteindre jusque dans le quartier de grands ensembles lyonnais étudiés, qui est là où on a eu le plus d'isolement constaté, jusqu'à 1 habitant sur 5, donc 20% des habitants qui se retirent ou qui sont exclus de ces liens minimaux, de ces liens faibles, et donc de toutes les ressources que peut produire le voisinage. Mais on a d'autres types de liens, hein, qui s'échangent et qui là sont un petit peu moins fréquents, mais tout en étant assez fréquents. D'abord des liens conviviaux, aller chez des voisins ou recevoir des voisins chez soi ou des habitants de son quartier pour partager des repas, des apéros, des goûters, discuter. Ça, c'est le cas de 2/3 des personnes des zones étudiées, hein, qui correspondent en gros aux agglomérations, aux grandes métropoles parisiennes et lyonnaises. 1/3 des habitants disent même avoir des amis dans leur quartier. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
puisque c'est une proportion qui est assez importante. Et puis, on a des liens plus instrumentaux, qui sont des échanges de services, se rendre des services. Alors, on va revenir sur les ressources juste après qui s'échangent, mais ces services sont assez importants. C'est-à-dire que dans la dernière année, 3 personnes sur 4 disent qu'ils ont reçu ou rendu un service à un habitant de leur quartier. Alors, je ne commente pas le petit graphe à côté, mais en gros, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des barres oranges et des barres violettes qui sont à peu près au même niveau. Eh bien, ce que l'on compare là, c'est le niveau de l'enquête de 1983 dont je vous ai parlé en introduction et le niveau de notre enquête menée en 2018-2019. Grande tendance, grand résultat, on est au même niveau qu'on était dans les années 80. Donc le voisinage n'est pas en crise, le voisinage résiste, le voisinage apporte aujourd'hui encore des ressources. Ces ressources, elles sont nombreuses et je vais ici en présenter un certain nombre en accent sur les ressources qui s'échangent particulièrement dans les quartiers populaires. La première de ces ressources, c'est la convivialité dans son espace de vie. La première ressource que peuvent apporter ces relations de voisinage, c'est de se sentir bien, de reconnaître des visages autour de soi, ce que des sociologues suisses appellent des inconnus familiers, ce qui procure une sécurité, un sentiment d'être à la maison, un sentiment de se sentir bien, et puis un peu plus loin, d'avoir des relations qu'on va considérer amicales, d'avoir passé des bons moments, des moments conviviaux avec des personnes qui nous entourent et qui ne sont pas très coûteux en termes de temps de déplacement, en termes d'organisation, etc. Donc ça, c'est une première ressource que peut apporter le voisinage. Alors, cette ressource, elle est maximale dans les quartiers bourgeois, dans les quartiers gentrifiés des villes-centres et dans les communes rurales. Elle est moins importante dans les quartiers populaires pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je reviendrai juste après. Une autre ressource qu'apporte le voisinage, c'est de s'échanger des informations. C'est un peu ce que nous disait Granovetter, à la force des liens faibles, etc. Quand plus on parle à des gens, les gens de notre voisinage, c'est des gens qui peuvent être différents et donc on va profiter de ces échanges pour s'échanger des informations. Un des types d'informations qui revient souvent, c'est l'accès à l'emploi. Est-ce qu'on va parler à ses voisins pour donner des accès à l'emploi? Tout à l'heure, il y avait l'idée des stages de 3e qui peuvent revenir parce qu'on réseaute avec des personnes qui nous entourent. Eh bien, résultat assez important de l'enquête, 22% des gens disent avoir discuté d'opportunités d'emploi avec des habitants de leur quartier. Et ça, c'est encore plus important dans les quartiers populaires. Alors, pour diverses raisons, déjà parce que le type d'emploi qu'on s'échange va plutôt être des emplois d'employés, d'ouvriers, qui correspondent à la structure socio-professionnelle de ces quartiers. Et puis, ces informations, elles ne sont pas si anodines, puisque lorsqu'on demande autrement les questions aux gens, on leur dit comment est-ce que vous avez trouvé votre emploi? Est-ce que c'est par le biais de l'aide de Pôle emploi? Est-ce que c'est par le biais de relations familiales? Est-ce que c'est par le biais de relations qui se situent dans votre quartier? Eh bien, on observe que 8% des gens ont trouvé leur emploi actuel grâce à des relations de quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Mais pour interroger, et j'empiète un peu sur la suite, mais comme le temps passe vite, pour interroger la mixité sociale par ce biais, le plus fréquent, c'est un membre des classes populaires au sens large qui donne une information sur de l'emploi à un autre membre des classes populaires. Très souvent, on va dire on va mélanger des classes moyennes, des classes supérieures avec des classes populaires pour permettre des échanges d'emplois. Eh bien ça ne fonctionne pas vraiment puisque ce n'est pas les mêmes types d'emplois qui vont s'échanger. Le plus fréquent, cette ressource, elle va plutôt être dans un contexte d'entre-soi, de petites classes populaires stables qui vont se donner accès à des emplois de manutentionnaires, de femmes de ménage, d'aide à domicile, d'assistantes maternelles, de gardiennes, etc., d'agents de sécurité. Ce type d'emploi qui sont connus et qui sont exercés par des habitants dans un certain contexte d'entre-soi populaire. Alors, on a aussi des services qui sont liés à l'absence du logement. Alors ça, c'est des services qui sont massifs dans les contextes où il n'y a pas de gardien d'immeuble, donc finalement assez peu dans les contextes de quartiers de grands ensembles en tout cas. L'importance des services liés aux enfants est là particulièrement dans les grands ensembles et dans les quartiers populaires. Pour des femmes, ces services liés aux enfants peuvent revêtir un aspect particulier dans ces quartiers. Il y a d'autres types de services qui nous semblaient peut-être pas si importants et qui en fait sont apparus comme importants pour une partie de la population. D'abord, l'aide pour des démarches administratives. Tout à l'heure, on a parlé d'accès aux services publics, mais il y a aussi gérer la transformation des services publics sur le numérique, pouvoir être aidé. Eh bien, dans l'aide aux services administratifs, en population générale, c'est 5% des gens.
Mais dans les quartiers populaires, on peut atteindre jusqu'à 20% des personnes qui s'échangent ce type de service au cours de la dernière année. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important et qui, là, correspond vraiment à un soutien qu'on peut s'apporter. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va observer plutôt dans un entre-soi, cette fois-ci, parfois avec des membres des classes moyennes installés dans les quartiers populaires qui vont là être en première ligne dans l'aide sur ce type de service. Et ces membres de classe moyenne qui vont être en première ligne sur ce type de service vont en tirer d'autres types de ressources. Et ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu surpris, mais qui est vraiment apparu assez fortement dans les entretiens, c'est-à-dire que ces personnes qui sont dans une situation un peu dominante dans les quartiers populaires, parce qu'elles sont les plus favorisées, les plus apporteurs, pourvoyeurs de ressources, eh bien, elles vont en tirer inversement des gratifications symboliques, que ce soit dans leur activité professionnelle. Certains disent je vais valoriser dans mon activité professionnelle le fait que moi, dans mon quartier, je suis investi, j'aide mes voisins, etc. Et donc, il y a une sorte de symétrie qui s'instaure, ou alors d'asymétrie si on peut considérer qu'on en tire un capital symbolique très important de l'autre côté, mais en tout cas c'est quelque chose qui se relève aussi et qui revient à une ressource pour les classes moyennes qui sont mises en situation de mixité sociale. Et puis, on a d'autres types de ressources du type soutien moral. Là, c'est vraiment de pouvoir compter sur ses voisins lorsqu'on est déstabilisé face à l'échec scolaire de ses enfants, face à des comportements à gérer, de l'aide à la parentalité, etc. Ces ressources, elles sont cependant inégales. Et elles sont inégalement accessibles dans tous les quartiers. Un résultat fort de l'enquête qu'on a menée sur tous ces contextes, c'est que peu importe où on va, les classes moyennes et les classes supérieures vont tirer davantage de ressources de leur voisinage que les classes populaires. Et ça, que ce soit mixte ou non mixte, que ce soit des quartiers à dominante populaire ou des quartiers à dominante bourgeoise. Dans les grands ensembles, ce sont les classes moyennes et les quelques cadres qui y sont qui vont déclarer le plus avoir tiré des ressources de ces relations de voisinage et de leur investissement dans le quartier. Donc le poids de la classe sociale, il est très important et il dépasse l'effet de quartier. Et il y a plusieurs raisons à cela, sur lesquelles j'aurais bien entendu parler de l'importance le temps de revenir, mais c'est des éléments qu'on travaille dans le livre, donc je vous renvoie également à ça. Mais ces effets de la classe sociale, elles sont articulés à des effets que l'on appellerait des effets de quartier au sens large, aux effets du quartier de résidence. Et c'est là que la rénovation urbaine, que les travaux qu'on peut mener sur les quartiers populaires vont pouvoir interagir. Pourquoi est-ce que le quartier de résidence a un effet important sur les relations de voisinage? Eh bien, c'est parce qu'il joue d'au moins deux manières. On a parlé beaucoup de composition de la population, mais on peut parler au-delà de composition de la population en termes de mixité sociale, c'est-à-dire de mélanger différentes classes sociales ou différentes catégories d'origine. On peut également parler d'une stabilité résidentielle de la population. Et là, il y a un résultat qui est très net, c'est que plus la population est stable dans son quartier, plus on a des gens qui ont une ancienneté résidentielle dans le quartier. Alors, une part importante de la population qui a une ancienneté résidentielle, plus on va s'y intégrer facilement, plus les nouveaux vont s'y intégrer et plus des ressources vont pouvoir s'y échanger. Et puis, le deuxième élément et dernier élément sur l'effet du quartier de résidence, c'est l'effet de la morphologie du quartier. On a parlé tout à l'heure des commerces, on peut également parler des services publics, de la manière dont la ville est aménagée. Eh bien, ce qui ressort très fortement, c'est que lorsqu'il y a des commerces, lorsqu'il y a des espaces de rencontre, qui sont des espaces qui sont fréquentés par la majorité des habitants des quartiers, eh bien, ça crée du lien et c'est vecteur de relations entre des populations soit similaires, soit un peu plus différentes. Là, on peut penser justement que c'est dans les quartiers bourgeois et gentrifiés que les commerces sont le plus adaptés directement à la composition de la population, qui sont les plus fréquentés. Par exemple, contrairement à ce qui était le cas dans les années 80, les cafés, les bars, eh bien, c'est une pratique
qui est devenue une pratique de classe moyenne et supérieure, hein, pour des raisons diverses et variées, mais notamment économiques. Hein, les classes populaires les fréquentent beaucoup moins. Et donc, on n'a plus cette pratique. Mais on a aussi, dans certains quartiers, des rues piétonnes, des espaces de rencontres divers et variés, qui manquent, ou en tout cas qui sont beaucoup moins fédérateurs dans d'autres contextes, sauf lorsqu'on y travaille. Et je pense que c'est un peu un appel à continuer à travailler sur ce type d'espace de rencontre, hein, puisqu'on peut en voir clairement les effets. Voilà, donc en conclusion, le lien de voisinage est un lien social qui est toujours important dans notre société et qui s'articule avec d'autres liens sociaux, hein, qui viennent apporter des ressources, mais qui participent aussi, malheureusement, aux inégalités sociales, hein, puisqu'on y a inégalement accès. Je vous remercie.